Bien, bonsoir à tous. Après une après-midi aussi passionnante, aussi diverse et aussi riche de questions, plus peut-être que de conclusions définitives d'ailleurs, je serai très bref. L'appel à vigilance raisonnée, son nom a été explicité par Jean-François Bach en ouverture. Ce n'est pas un avis, comme nous avions tenté de le faire en 2013. Et la raison de cette évolution sémantique est naturellement le fait que la problématique des écrans est devenue une problématique majeure de nos sociétés, pas seulement de nos sociétés occidentales, comme ça a été redit, puisque j'ai reçu il y a quelques jours la traduction en chinois de notre avis de 2013, qui est maintenant largement diffusé en Chine. Donc, voilà. Cet appel va se trouver sur le site internet, il a été communiqué à la presse, ainsi que, je pense, les exposés qui ont été filmés et qui permettront de travailler et de poser la belle expression qui a été employée cet après-midi, un principe de préoccupation. Nous sommes préoccupés et les exposés l'ont bien montré. Naturellement, les écrans ont un effet physique, on a parlé de la lumière, de la rétine, des couleurs de la lumière, mais nous nous sommes surtout intéressés, et de plus en plus par rapport à 2013, à l'interface qu'ils représentent avec ce nouveau monde qu'on appelle du numérique et qui comprend toutes ces modalités de films, de jeux vidéo, de télévision à la demande et d'intelligence artificielle, de data mining, etc., etc. Donc les écrans ne sont qu'une interface matérielle, interface qui est peut-être d'ailleurs appelée à évoluer. On le voit avec l'irruption progressive de la commande vocale, des assistants personnels qui tendent à substituer à l'image ou à accompagner l'image avec d'autres outils de communication. Le mot qui nous avait guidés dans le rapport de 2013 était le mot d'autorégulation. On a employé aujourd'hui le mot d'auto-éducation. L'idée est la même, c'est-à-dire il n'est pas question d'interdire. On voit d'ailleurs les contradictions dans lesquelles se plonge une institution, par exemple l'éducation nationale, lorsque face au rôle parfois très négatif des téléphones portables pendant les salles de cours, elle tente de les interdire dans les établissements. Oui, mais toute l'utilisation pédagogique d'Internet, des tablettes, que devient-elle ? Donc on voit bien que l'interdiction sans prise en compte des bienfaits est vaine. Les parents qui tentent d'interdire ont depuis longtemps mesuré que le poids de leur interdiction était nul ou le plus souvent négatif. Et donc, face à cette impossibilité d'interdire, face aussi, il faut bien le dire, ça n'a pas été dit tellement c'était évident, ça n'a pas été rappelé aujourd'hui, mais au fait que tous les métiers, tous les adultes que nous sommes utilisent en permanence et partout des écrans et ce qu'il y a derrière pour travailler, communiquer, échanger, faire nos déclarations d'impôts, de sécurité sociale, etc., etc. Donc, autorégulation, c'est bien le but, apprendre à se servir de ce nouveau monde. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que nous sommes naïfs en prononçant ce terme ? Est-ce que les dangers, est-ce que le potentiel addictogène de cette nouvelle société numérique, avec tout le flou qu'accompagne ce mot, sont telles qu'il est naïf, comme on nous l'a reproché d'ailleurs parfois, en citant notre avis de 2013, il est naïf de penser que les risques seront compensés ou avec cette autorégulation. Alors, quels sont les acteurs qui peuvent contribuer à apprendre aux enfants l'autorégulation ? On peut en compter beaucoup, un certain nombre ont été cités, peut-être on peut en retenir 4 principalement. Ce sont les parents, les médecins, les travailleurs sociaux au sens large et les professeurs. Les médecins et les travailleurs sociaux étant
en interface avec les parents, sous certaines modalités, parfois plus problématiques pour la santé, les professeurs l'étant plus au quotidien. On peut donc penser que le rôle de combinaison parents-professeurs dans cette autorégulation est tout à fait important. Évidemment, le contexte, qui a été longuement rappelé, a des caractéristiques très particulières. D'abord, il entraîne une transformation sociale très profonde et que, comme Pierre Corvol l'a rappelé, et d'autres aussi, et beaucoup d'entre nous le pensons parce que nous le pratiquons au quotidien, avec des aspects positifs extraordinaires. Travailler sans Wikipédia aujourd'hui deviendrait très difficile. Donc cette transformation sociale, elle est omniprésente et elle nous apporte beaucoup. Nous y tenons donc et nous souhaitons non seulement l'utiliser et la pratiquer, mais la voir progresser dans sa convivialité, dans ses interfaces, dans sa rapidité d'accès, etc., etc. Néanmoins, elle a un potentiel addictogène, ça a été également rappelé, notamment par M. Plattard, et on est donc en interrogation, ce que Paul Ricoeur appelle très bien l'espace de perplexité qui nous saisit, dans lequel nous sommes lorsqu'une nouvelle technique envahit tout d'un coup le champ de l'activité humaine. Il ne faut pas oublier non plus, dans ce contexte, qu'il y a de gigantesques intérêts économiques, gigantesques, donc commerciaux, qui ne sont pas indifférents dans la propagation de ces techniques et les incitations à les utiliser. Faisant un rapide compte, 3 de ces milliardaires promoteurs, à eux 3, représentent une fortune égale au budget de la France. Ça donne tout de même une idée d'un pouvoir considérable. Alors, un dernier mot sur le rôle des professeurs pour l'auto-éducation. Moi, je le crois tout à fait central. D'abord parce qu'ils exploitent en permanence et de manière organisée aujourd'hui, ce qui est un changement probablement par rapport à une dizaine d'années, les bienfaits dans l'accès à l'information, dans la communication, dans l'utilisation des devoirs, des exercices, l'échange dans la classe, etc. Et ceci a été rappelé dans le rapport de l'UNICEF, qui était brièvement cité par Serge Tisseron, je crois, et dont je crois que le groupe peut recommander la lecture à chacun de ceux qui voudraient aller plus loin, parce que ce rapport est extrêmement riche. Grâce en partie à l'action de l'Académie des sciences et à nos confrères informaticiens, le monde numérique, ou plus précisément la science informatique, est rentré dans les programmes de l'école primaire, du collège, du lycée. Et le nouveau lycée comprend maintenant une spécialité qui s'appelle informatique et monde numérique. Et donc, un aspect essentiel de l'école, c'est sa volonté, sa capacité de faire comprendre. Il s'agit d'une problématique complexe, celle que nous avons évoquée aujourd'hui. Nous avons bien mesuré cette complexité et demander à ce que le professeur fasse comprendre à ses élèves non seulement les risques, non seulement les dangers des usages, bien sûr, il doit le faire, mais on pourrait faire un parallèle avec l'éducation à la sexualité. Il s'agit aussi de comprendre ce que, dans ce dernier cas, la nature, dans celui de l'informatique, le savoir scientifique, permet de faire. Cette problématique du rôle de l'école dans l'appropriation du nouveau ouvert par la science n'est pas nouvelle. Il a fallu s'approprier successivement l'usage de l'électricité, de ses risques d'ailleurs, l'usage de l'automobile et de ses risques également, l'usage des médicaments, etc. Donc ce rôle de l'école est tout à fait important. Comprendre, ça demande de développer la capacité de raisonnement et de s'appuyer sur cette curiosité qui est si naturelle chez les enfants. C'est ce que nous avons tenté de faire et continuons avec la main à la pâte autour, par exemple, du programme 1, 2, 3 codé pour l'école primaire et pour le collège. Une autre question plus lointaine, mais qui est probablement aussi à notre horizon,
c'est celle d'une évolution des modalités même de l'école par rapport à cette révolution numérique. Elle a été évoquée dans un des exposés à propos d'un tutoriel qui, semble-t-il, réconciliait les enfants qui n'aimaient pas l'école avec l'école. C'est un phénomène que parents, grands-parents, nous avons pu aussi observer dans les modalités du rapport aux enfants. Peut-être que demain, sans prendre position sur le débat entre formatage et nouvelles normes qui a été évoqué dans la discussion finale, peut-être que demain, l'évolution de l'école sera assez radicale. Pensons par exemple à la manière dont Google Earth a fait évoluer la perception de la géographie à tous nos élèves. J'ai entendu dire que Google préparait un Google School. Que sera ce Google School? Donc nous n'avons pas fini de nous interroger sur ce qu'il y a derrière les propositions des écrans. Mais je voudrais conclure sur 2 points, bref. Le premier, c'est celui que nous avons beaucoup évoqué aujourd'hui, et je crois fort bien, et que nous avions négligé lors de notre rapport de 2013. Et ça nous a été reproché à juste titre. C'est celui des vulnérabilités sociales. Oui, une majorité de la population française bénéficie de tous ces bienfaits de relations, de mise en communication, d'accès à l'information. Mais oui aussi, il y a une fraction d'entre elles qui n'en bénéficient pas et qui n'en bénéficient probablement pour un point que vous n'avez pas mis en avant, mais que vous nous aviez souligné, que nous avons repris dans le rapport écrit, à savoir que les représentations que se font les plus dotés culturellement, disons, dans notre société, de ce monde numérique, sont des représentations où il est un outil, et que d'autres en ont si peu de représentations, vous avez donné un exemple dans votre exposé, qu'il devient une sorte de fantasme, de mythe lointain, et que l'affirmation de modernité, qui est par exemple portée à juste titre par l'école en disant 100% numérique dans tous les outils, eh bien cette affirmation peut laisser sur le côté de la route. Nous avons besoin de plus d'enquêtes et nous comptons sur les anthropologues pour nous en apporter, pour mieux mesurer ces vulnérabilités sociales. Le terme de fracture numérique a été employé il y a déjà bien longtemps, mais il demeure néanmoins une réalité. Alors, parents, professeurs, il me semble que c'est une alliance entre les deux qui doit se développer autour des établissements scolaires. Le corps enseignant réclame volontiers des formations A. Alors, il s'agirait ici de donner des formations aux problématiques que nous avons développées aujourd'hui. Bien sûr, c'est tout à fait souhaitable. Mais la rapidité des évolutions fait aussi penser que ce sont aux parents, qui eux n'ont guère d'école des parents pour les aider, mais sinon la presse, certains journalistes sont ici et nous les remercions de traduction qu'ils pourront faire de ce travail que nous avons engagé. Mais je crois qu'il faut souhaiter que parents et professeurs travaillent ensemble à s'approprier localement, dans le contexte de vulnérabilité ou de moindre vulnérabilité qui est celui de tel établissement scolaire, travaillent à s'approprier les problématiques que nous avons abordées ici et réfléchissent ensemble à la manière de dialoguer avec les jeunes en les aidant à cette autorégulation. Sans doute, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Nous espérons y avoir un peu contribué par ce travail dont il faut redire qu'il a été conduit de A à Z par Jean-François Bach et l'en remercier très chaleureusement. Monsieur Bach, vous voulez dire un petit mot de fin de séance? Non, ça sera juste un mot de remerciement et un mot pour vous dire aussi, cela a été évoqué, que notre appel est disponible sur le site des 3 académies. Je veux dire, c'est toujours un plaisir de travailler avec d'autres académies et particulièrement avec l'Académie nationale de médecine et l'Académie des technologies dont nous sommes très proches et nous remercions tous ses membres
d'être là avec nous. Je pense que nous avons d'autres sujets qui sont finalement à l'interface de la science et de la société, des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. C'est une des missions de notre Académie des sciences, mais également de notre Académie de médecine et de technologie aussi, de se placer à cette interface. C'est plus que jamais nécessaire à un moment où on entend beaucoup de choses dans les médias, et il est bon de leur donner le mieux possible un relais scientifique. Ce que nous essayons de faire, ce n'est pas toujours simple. Vous avez vu aujourd'hui que la science voudrait s'installer dans ce domaine. Elle le fait assez lentement parce que c'est très délicat, c'est très compliqué, ça va tellement vite. Mais c'est notre rôle. Et en tout cas, nous sommes heureux de vous y avoir fait participer. Merci à tous.